pour chacun d'entre nous. Et on m'a demandé, il y a quelques mois déjà, de me réfléchir avec vous ce matin sur la notion de temps, plus particulièrement dans les milieux autochtones. Alors, bien sûr, vous avez certainement en tête tous ces préjugés que l'on a à l'encontre de l'Indian Time. Mais il n'y a pas que l'Indian Time, il y a le Russian Time, il y a tout ça, il y a le temps, en fait, il y a le temps de l'autre. Le temps de l'autre est toujours plus imparfait que le nôtre, et le nôtre qui nous astreint malheureusement à des horaires un peu trop serrés, vous en conviendrez certainement. Bref, je n'ai que trop peu de minutes ce matin pour me permettre de digresser autant que je le voudrais et autant que j'ai l'habitude de le faire. Et je vous inviterai parce que j'aurais aimé savoir un peu, bon, quelle est même quelle est notre perception du temps. Et c'est pourquoi je vous inviterai, si vous en disposez, de sortir votre téléphone cellulaire, votre tablette ou à la limite votre ordinateur portable si vous n'avez pas ça. Et les gens à la maison, que je salue au passage, vous êtes peut-être à la maison, mais euh, de prendre votre ordinateur et on vous a envoyé, pour ceux qui sont à la maison, sur la plateforme, un lien web. Alors, pour ceux qui ont leur téléphone, allez simplement sur votre navigateur et rendez-vous à la page, alors ça c'est menti.com, menti.com. Et vous devriez, à partir du moment où vous arrivez sur la page menti.com, on vous devrait vous demander un code. Si vous voulez bien entrer le code 17 32 41. Alors, vous allez sur votre navigateur. Pour les gens à la maison, ouvrez simplement une autre fenêtre dans laquelle vous allez écrire à l'adresse menti.com. On vous demande un code. Inscrivez le code 17 32 41. Et c'est là qu'on vous demande, en fait, quels sont les mots qui vous viennent en tête lorsque on réfléchit à l'idée de temps. Alors, quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête? Vous pouvez répondre, vous n'avez que 3 fenêtres, mais vous pouvez répondre autant de fois que vous le voulez. Alors, si vous voyez qu'un de vos collègues à droite ou à gauche n'a pas de téléphone, vous pouvez même lui prêter votre téléphone pour qu'il puisse également répondre. Alors, ce qui se génère sous vos yeux, c'est ce qu'on appelle un word cloud. Vous avez très possiblement déjà vu cet outil. Un word cloud, en fait, c'est un outil de représentation. Alors, à l'intérieur, on le fait parfois pour du texte, on peut le faire comme un exercice collectif. Les mots qui reviennent les plus souvent sont ceux qui apparaissent en plus gros au centre. Alors, le chiffre que vous voyez apparaître en bas à droite, c'est le nombre de réponses jusqu'ici cumulées. Alors, on est à 180, on va approcher le 200 bientôt. De toute évidence, plusieurs d'entre vous en manquez du temps. Et voilà, on parle justement du temps précieux, de prendre son temps, de la vitesse du temps, de la rapidité, de la pression, de la gestion du temps, de l'anxiété, le temps trop court, le temps qui passe, la rareté, la planification, les besoins, la planification, l'urgence, les contraintes, l'éternité, l'âge. Alors, vous voyez, ce qu'on voit là, en fait, c'est l'ensemble du champ de signification qui a alentour de la notion de temps. On le voit, c'est extrêmement complexe, mais de toute évidence, ce qui apparaît ici, on a comme 4, 5, 6 mots qui apparaissent à être revenus un peu plus régulièrement dans la plupart de vos réponses. L'organisation, la planification, le manque, le temps précieux, le plaisir aussi, vite, famille, stress, alors, je pense que dans l'ensemble, ça dresse un portrait de notre collectivité comme une collectivité pour laquelle le temps joue un rôle, bien sûr, important. On voit à quel point il est précieux, mais il a l'air d'être aussi oppressant que précieux. Alors, et je pense que bon, évidemment, vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est probablement, en tout cas, il y a certaines des réponses qu'on retrouve ici, qu'on retrouverait possiblement si on posait la question à la plupart des gens qui vivent dans les milieux urbains.
de la planète. Alors, si vous permettez, je vais passer à l'autre diapo. Merci d'avoir répondu. Si jamais vous le souhaitez, ce Word Cloud-là sera disponible. Je le rendrai disponible à l'équipe du CETREC. Vous aurez le temps peut-être de l'analyser plus en profondeur, puis voir justement qu'est-ce qu'on peut retirer davantage comme compréhension également de la notion de temps, plus particulièrement dans le domaine de l'éducation. Alors, je poursuis donc. Justement, le temps s'écoule-t-il à la même vitesse pour tout le monde? Alors, de toute évidence, une minute de bonheur s'écoule beaucoup plus vite qu'une minute de souffrance. On aimerait que ce soit le contraire, mais malheureusement, il y a un temps subjectif. Et ce temps subjectif, il est crucial et il est plus particulièrement crucial, surtout quand on entre dans la relation interculturelle, où là, les priorités de l'autre ne sont parfois pas les mêmes, le vécu de l'autre, la subjectivité de l'autre. Et la façon dont on vit la réalité va différer d'une personne à l'autre. La même minute peut paraître une éternité ou une seconde pour une autre personne. Alors, dans le milieu autochtone, quelque chose que j'aimerais et que je vais certainement répéter 2, 3 fois dans la présente présentation, les réalités autochtones sont plurielles. Il existe une très vaste diversité de réalités des Premières Nations. C'est extrêmement important de le considérer. Vous avez très certainement eu si on veut, à jongler avec des questions autochtones, peut-être même à intervenir auprès de jeunes autochtones ou de professionnels autochtones dans les milieux de l'éducation. Et vous avez peut-être constaté à quel point Kanawake n'est pas l'Estigouche en Gaspésie, n'est pas non plus Pakwashipi sur la Basse-Côte-Nord, n'est pas non plus Picogan en Abitibi. Chaque réalité, puis encore là, on est juste dans la région de la province de Québec. Donc, il y a cette très grande diversité. Et ce que l'on peut dire, c'est que plus une communauté est proche de son mode de vie traditionnel, plus la communauté est proche du territoire, plus les notions de temps vont aller s'appuyer sur des cycles qui sont à l'extérieur des conventions humaines. À l'extérieur, ça veut dire ancré dans la nature, dans les cycles que j'oserais dire réels. Et je vous dirais, ce contact avec le temps imaginaire collectif, le temps convenu, pour plusieurs communautés, il est extrêmement récent dans l'histoire. J'ai eu la chance justement de travailler avec la communauté de Pakwashipi. Est-ce qu'il y en a qui se situent où est Pakwashipi? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Pakwashipi ici, levez la main? Eh, bon Dieu, j'ai quand même très heureux de voir 4 mains levées. Parce que Pakwashipi, vous savez, quand vous devez possiblement partir, mais vous ne savez certainement pas quand vous allez en revenir. Alors, ça prend, simplement pour vous dire, là, je vous dirais environ une douzaine d'heures de voiture pour vous rendre, disons, jusqu'à Kegaska, puis il vous reste environ 24 heures de bateau avant de vous approcher. C'est pas près de Blanc-Sablon. Probablement que ça vous dit plus quelque chose, donc sur la base Côte-Nord. Très, très basse. En fait, vous êtes en face de Terre-Neuve. Donc, cette communauté qui s'est sédentarisée vers les premières maisons sont construites en 1972. C'est hier matin, ça. Puis donc, quand vous arrivez dans ces communautés-là, les gens sont encore proches du territoire, les gens vont chasser, puis quand les outardes arrivent, c'est maintenant qu'elles passent. C'est maintenant qu'il faut aller les chasser. L'école est fermée, le conseil est fermé, tout, et puis même les Blancs qui vivent à Saint-Augustin, de côté, eux aussi vont à la chasse. Bref, c'est pas une question tant, oui, bien sûr, une question autochtone, mais il y a une question de rythme de vie. Peu importe la culture, quand on est proche du territoire, souvent le rythme de vie va changer. Et là, moi, les secondes me coulent entre les doigts. Je poursuis. Donc, je me suis posé la question à savoir, bon, justement, ce temps, lequel est-il pour chacun de nous? J'adore ce tableau, vous l'avez possiblement déjà vu, Salvatore Dali. Les gens l'appellent généralement le tableau Les montres molles. Son nom officiel, c'est La persistance de la mémoire. Salvatore Dali, présenté pour la première fois en 1932. Et c'était une façon pour Salvatore Dali de
en fait, de tourner en dérision la rigidité du temps, mais aussi de présenter l'inéluctabilité de la mort. Lorsqu'on voit une espèce de forme un peu cadavérique qui est au sol, qui représente en fait un autre morceau d'un autre tableau célèbre dont le nom choquant est le grand masturbateur. C'est Dali, hein, c'est pas moi. Donc, vous avez ce temps flou et donc il y a toute une réflexion, mais je me suis dit, comment d'ailleurs dit-on le mot montre dans différentes langues autochtones? Ben, en nous, ça se dit Tepei Pichuan. Tepei Pichuan, ça veut dire qui compte les lunes. On est loin là, des heures, des minutes et des secondes, là. On est dans un rythme qui est beaucoup plus lent, un rythme, comme je vous disais tout à l'heure, qui est ancré donc dans les rythmes réels qui nous entourent. Chez les cris, Pishumkat, qui représente le soleil, qui est une image du soleil. Alors déjà, on a l'idée peut-être du cadran solaire, un peu comme chez les Mohawks, Kogakayunta, qui est là où se trouve le soleil. Mais encore là, on a donc une idée du temps qui est bien sûr ancrée dans les rythmes naturels qui nous entourent. Euh, c'est assez difficile. J'aurais aimé, je me disais, bon, l'idéal, j'aurais aimé arriver ici ce matin en vous distribuant à tous et en envoyant à ceux qui sont à la maison préalablement par la poste, une paire de lunettes euh, qui vous aurait permis de voir le monde tel que le voient les premiers peuples. Ça aurait été extraordinaire et vous savez certainement, puisque vous êtes également dans le monde de l'éducation, que le transfert des connaissances, ça prend du temps. On ne peut pas transférer. J'aurais aimé qu'on puisse se brancher le disque dur là, sur une base commune et vous transférer tout ça. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'aurais aimé vous emmener un an en territoire. On irait été vivre ensemble en forêt. Ça aurait été extraordinaire. Faire une petite pause dans nos vies effrénées. Je suis certain que vous l'auriez apprécié. Malheureusement, on manque encore là de temps, puis on va faire des choix. Vous pouvez toujours faire le choix d'aller vivre un an en forêt. Ça se fait, je suppose, assez bien pour ceux qui sont assez déterminés. Mais parce que c'est ce temps que ça prend, ce temps minimum, au moins un an, pour aller saisir au moins un peu ce qu'est la vision du monde, en tout cas certaines visions du monde des Autochtones. Hein. Je reviens toujours avec cette pluralité de cultures, de réalités. Donc, ça prend au moins un an pour apprendre quelques notions. Bien dommagement, on apprend très peu dans les écoles québécoises, même les rudiments des langues autochtones, alors que les langues autochtones sont d'une complexité ahurissante. Et il n'y a pas de langue qui est, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler peut-être choquant, mais il n'y a pas, en termes de territoire, là, de faune, de flore, de réalité climatique, géologique, il n'y a pas de langue plus précise pour décrire le territoire québécois. Il n'y a pas de langue plus québécoise que les langues autochtones pour décrire ce qu'est le Québec. Si vous saviez le niveau de précision incroyable que les langues autochtones ont su avoir pour rendre compte du réel québécois. Et pensez, puis vous savez, vous avez certainement déjà entendu ça, on dit la langue formate notre vision du réel. Eh bien, quand on compare les langues indo-européennes avec les langues autochtones, elles sont à des années-lumière. Ça aussi, ça peut vous sembler choquant, mais le français et l'anglais ont l'air complètement identiques d'un point de vue d'une langue autochtone. C'est la même façon de découper le réel. Juste pour vous donner un exemple, dans les langues algonquiennes, la fin de votre verbe va se conjuguer différemment si le sujet du verbe est vivant ou pas. Quand je parle, je suis obligé de dire, OK, ça c'est vivant, donc je conjugue ça de telle manière. Ah, ça c'est pas vivant. Donc, déjà, vous êtes obligé de considérer d'autres paramètres dans la façon même dont vous énoncez le réel. Vous êtes obligé de considérer d'autres éléments de réalité auxquels vous ne penserez pas si vous pensez en français, en anglais, en allemand, en italien, en portugais. Donc, on a
déjà, la langue, qui est un gros morceau. Euh, L'importance du lien au territoire aussi, c'est vraiment quelque chose qui va vous être, si vous entrez en contact avec des Premières Nations, puis je suis sûr que plusieurs d'entre vous avaient eu la chance d'aller côtoyer des Premières Nations, l'importance du lien au territoire, l'interconnexion entre toutes choses, le respect à la vie, au vivant. C'est vraiment des éléments qui reviennent, qui font partie du rapport au réel. Alors, je poursuis justement en essayant de mettre en évidence à quel point il est souvent difficile de- d'arriver à se mettre dans la peau de l'autre. Et ça demande des fois une espèce de recul sur sa propre pensée. Un moment où un réflexe, il faut, finalement, quand on est en interculturel, puis à la limite même les uns envers les autres, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu improbable dans le fait que, en ce moment, je fasse des sons avec ma bouche, puis que ça puisse signifier quelque chose dans vos esprits. Ça a l'air tout simple, mais il y a quelque chose d'un peu magique et miraculeux dans le fait que nous puissions nous comprendre au travers la langue. Et les mots auxquels je pense, elles vont résonner de différentes manières pour chacun de vous. Alors, c'est d'autant plus vrai quand l'autre personne n'a pas le français pour langue première ou l'anglais. Et c'est d'autant plus vrai quand l'autre personne arrive d'un cheminement et d'une réalité qui lui est propre. Alors, les perspectives, bien sûr, sont différentes et évidemment, la perception du réel, la perception du temps. D'ailleurs, ça me fait penser à un exemple d'un anthropologue qui était allé rencontrer, il avait suivi pendant quelques mois un vieil Inuit et il était à la chasse avec lui, puis à un moment donné, il demande au vieil Inuit, OK, ben, pourquoi est-ce que quand tu as tué l'animal, tu poses tel geste de respect? Puis le vieux l'a regardé, il n'a pas répondu. Avec l'anthropologue, attends, puis 15 minutes après, lui, peut-être qu'il ne m'a pas répondu, il repose la même question. Le vieux le regarde, mais il ne répond toujours pas. Une heure après, l'anthropologue, impatient de savoir la réponse, lui repose à nouveau la question, et là, le vieux, je ne dirais pas perdre patience, mais lui dit, mais, quelle presse as-tu d'avoir immédiatement la réponse? Puis il lui raconte à ce moment-là que pour lui, de se faire poser une question, par respect, il va prendre le temps d'y penser. Par respect, il va prendre le temps de livrer une réponse réelle. Quelle presse? De toute façon, ils étaient dans le Nord, pas de métro à I-42. Et donc, on est dans un autre cycle, une autre presse. Donc, on est souvent dans un temps qui est, bien sûr, différent et la notion même de vérité, le concept de vérité est souvent inexistant dans les cultures autochtones. Puis ici, je vous ai mis une image que j'aime beaucoup. Dépendamment de l'angle par lequel on va regarder le réel, on va avoir une perception. Et ça demande souvent cet exercice de communication, cet exercice de s'asseoir ensemble pour se partager nos vérités, afin si on veut, de dégager une compréhension supérieure, peut-être plus près du réel. Il y avait, dans les années 72, le juge Malouf, là, qui avait rendu un jugement pour interrompre la construction des barrages hydroélectriques. C'était à la demande de l'Association des Indiens du Québec. Et le juge Malouf avait entendu un vieux cri qui parlait ni français ni anglais. Et là, on l'appelle à la barre pour venir témoigner. On lui demande bien sûr de mettre la main sur la Bible pour ne dire que la vérité, pardon, que la vérité, rien que la vérité, dit je le jure. Le traducteur traduit, le vieux répond, le traducteur répond. Le juge perd patience, dit je veux juste qu'il dise je le jure, c'est quoi le problème? Et là, le traducteur répond, le vieux dit qu'il ne peut pas dire la vérité, il ne peut dire que ce qu'il sait. Alors, qui a véritablement accès à la vérité au sens absolu? Ben,
vous voyez comment le concept même de vérité est porteur de tout un entendement de la réalité qui n'est pas évident dans d'autres cultures. Euh, Bref, justement, en parlant de culture, écoutez, je vous ai mis ici une espèce d'instantané de la répartition géographique des grandes familles de langues en Amérique du Nord. Je reviens encore avec ça. Méfiez-vous quand vous parlez de la culture autochtone. Il est aussi absurde de parler de la culture autochtone que de parler de la culture africaine. Connaissez la culture africaine, hein? 1,2 milliard de personnes, 64 pays, 2000 langues. C'est pareil. Alors, très grande diversité, même à l'intérieur même d'une même famille de langues. Euh, il y a bien sûr au Québec un certain nombre de nations reconnues. Ils sont au nombre de 11. Vous avez fort probablement déjà entendu parler des 11 nations reconnues au Québec: Inuit, Naskapi, Cri, Innu, Algonquin, Atikamekw, Mi'kmaq, Malécite, Wendat, Abenaki et Mohawk, Kanien'kehá:ka. Ces communautés, en fait, ces nations-là, puis là, ça me permet de faire un petit saut. La plupart d'entre elles ont des communautés parlant la même langue, partageant la même culture à l'extérieur des frontières, soit provinciales, soit même internationales. Beaucoup de communautés, par exemple, Mi'kmaq, Malécite, Abenaki se trouvent du côté Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, dans le Maine, dans l'État de New York. Pareil chez les Cris, pareil chez les Inuits, pareil chez les Inuits. Ça m'amène à ce découpage du territoire. Puis je tiens à le dire parce que quand on travaille avec les Premières Nations, c'est important de rappeler l'entreprise coloniale qui se trouve derrière. Et il y a cette première loi en 1857 qui s'appelle l'Acte pour la civilisation graduelle des tribus sauvages. Alors l'avantage, c'est que c'était très clair comme titre. Ça nécessite peu d'explications. On va jeter là les bases de la véritable loi fédérale sur les Indiens qui s'appelait à l'époque l'Acte des Sauvages et dont la dernière grande modification date de 1951-1952. Jusqu'alors, un Autochtone qui s'inscrit à l'université perd automatiquement tous ses droits. Alors, puis évidemment, bon, tous les rituels étaient interdits. Un avocat qui défend une cause autochtone est passible de 10 ans de prison jusqu'en 1952. Écoutez, il y a plein de détails comme ça, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais je vous le dis parce que c'est important que vous ayez ça en tête, parce que tout ça est encore fort récent. Les politiques relatives aux pensionnats indiens, dont la commission Vérité et Réconciliation a mis en lumière dans la dernière décennie, vous en avez fort probablement entendu parler. Le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996. Tout ça est très, très récent et l'expérience même des Premières Nations à l'intérieur du milieu scolaire est encore très, très profondément touché, affecté par ce souvenir et l'intention qui se trouvait derrière ces pensionnats-là, qui était de faire disparaître les cultures autochtones. La loi sur les Indiens, en 1876, quand on l'adopte, ne devait durer que 20 ans, le temps d'assimiler l'ensemble des Premières Nations. Et bon, on m'indique qu'il n'y a plus de temps. C'est fini. Écoutez, accordez-moi encore 36 secondes et demie. Simplement pour mentionner que, bien sûr, je vous suggère vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur les 94 appels à l'action de la Commission Vérité Réconciliation. Il y a beaucoup à dire sur le silence, même le silence en groupe. Initialement, ce que j'avais l'intention de faire avec vous ce matin, c'est de vous faire sentir le silence en groupe, qui est plus long dans les cultures occidentales que dans les cultures autochtones en général. On se tolère moins bien le silence en groupe dans les cultures occidentales, alors qu'il n'y a aucun problème dans les cultures autochtones à rester ensemble en silence. Vous j'espère en tout cas que vous avez senti à quel point toute cette histoire des cultures autochtones est un iceberg et qu'on a vu la pointe de la pointe.
Sachez en tout cas que de toute façon, le succès, ce n'est pas une ligne droite dans le domaine et que dans l'erreur, dans la chute, ben, on apprend à mieux se relever, on apprend à identifier les obstacles et surtout, écoutez, comme je pense que c'est vrai particulièrement dans le domaine de l'éducation, ce n'est pas en tirant sur la fleur qu'elle peut pousser plus vite. Là-dessus, vraiment, je vous remercie infiniment de votre attention. Un excellent symposium, une excellente journée. Merci, au revoir.